Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Comment bien développer votre réseau de franchise. Je suis en compagnie de Emmanuel de la Rochère du cabinet Progressium et Laurent Dubernay, CEO de Synergie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Par rapport au déroulé du webinaire, pour poser les questions, je vous invite à le faire en bas à droite. Vous avez un petit endroit qui s'appelle chat. Ça vous permettra de nous poser les questions auxquelles que je lirai durant le webinaire. Voilà, je serai votre voix. Et sachez aussi qu'à la fin du webinaire, il y aura un moment où vous pourrez aussi poser vos questions. Donc, si vous avez des questions qui viennent et que vous voulez les compiler à un certain moment, vous pourrez aussi le faire. Si vous voulez prendre la main de façon orale, vous pouvez le faire en haut à droite dans la partie demander la parole. Mais je vous le déconseille parce que parfois ça peut être bogogène. Donc, privilégiez plutôt la partie écrite. Et je vais donner la main à Laurent et j'interviendrai dès que vous avez des questions. Bonjour et bienvenue. En tout cas, grand plaisir d'être avec vous ce matin avec Emmanuel. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de nous présenter très très rapidement, en tout cas pour expliquer qui nous sommes et en quoi on est pertinent sur le domaine. Pour ma part, je m'appelle Laurent Dubernay, je dirige Synergie, c'est ce qu'a dit Emmanuel, mais également je suis expert à différentes fédérations, dont la Fédération française de la franchise, avec grand plaisir. Synergie, c'est quoi pour vous expliquer en quelques mots ce qu'on fait dans la vie? Synergie est une plateforme SaaS, un CRM, qui permet de gérer toute la vie d'un réseau. Et Dieu sait s'il est compliqué la vie d'un réseau. Au cœur du réacteur, on va gérer vos référentiels, donc connaître quels sont vos sites, vos adhérents, vos franchisés, mais également les candidats. Ça va être le gros sujet de la journée. Et ensuite, pour tous ces différents objets, les faire vivre dans le temps de façon le plus efficace possible. Donc dans le développement, le sujet de la journée, le cycle de vie d'un candidat, bien les recruter. Et Dieu sait si c'est important de pouvoir transformer l'information. La partie contrat, gérer le contrat de franchise et ses composantes contractuelles, les zones d'exclusivité, on va en parler un petit peu aussi tout à l'heure. La gestion immobilière, l'emplacement, il est important, mais le bail associé, les clauses et les indexations. Les travaux, donc la mise au format de votre établissement pour pouvoir faire du business, et ça le plus vite possible. Donc tous ces éléments doivent avoir lieu très très rapidement, en tout cas pour vous permettre d'ouvrir et d'opérer le magasin le plus vite possible. Ensuite, je vais avoir la partie opérationnelle au quotidien. Donc la maintenance, maintenir en bon état opérationnel et s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont bien faites. L'énergie, savoir vos consommations, important en ce moment, et en tout cas les gérer pour pouvoir réduire votre empreinte carbone et surtout vos coûts énergétiques. Compte rendu de visite, donc structurer un compte rendu de visite qui vous permet de pouvoir avoir un beau compte rendu et surtout un plan d'action pour pouvoir s'améliorer. Le pilotage économique, donc la marge, le mix produit, le panier moyen, avec les ratios et la qualité de votre relation client, les notes Google NPS par exemple, jusqu'à la performance financière, comptes annuels, récupérer les bilans, les consolider, les analyser, scorer le risque, le reporting financier, se projeter avec un budget, avec un atterrissage, et derrière tout ce qui est calcul de redevance, donc de pouvoir calculer automatiquement la facturation que vous avez vis-à-vis de votre réseau. Et je termine à gauche et en 2 secondes sur la partie achat avec tout ce qui est gestion du risque, le credit management et tout ce qui est gestion de vos achats en tout cas, le référencement des fournisseurs et calcul des RFA. Donc Synergie, c'est une plateforme SaaS, ça fonctionne sur plein de plateformes, c'est responsive, donc de votre mobile sur le terrain jusqu'avec un ordinateur. Ça s'intègre à votre SI, ça c'est très important. Parce que ça vous permet en tout cas d'avoir quelque chose de cohérent et d'intégrer avec des flux automatisés pour gagner du temps et de la productivité. Et on est présent en tout cas avec 6 langues intégrées dans la solution. Vous comprenez bien qu'en fait l'ambition de Synergie, c'est de relier tous les métiers que vous avez et les faire travailler efficacement ensemble. Donc d'avoir une vue transversale, que ce soit le développement dont on va parler aujourd'hui, mais également la finance, les achats, vos franchisés, mais également l'entreprise étendue avec l'expert comptable du franchisé, le banquier ou d'autres parties comme le prestataire technique. Et je terminerai par nos clients. On les remercie vivement. C'est pas loin de 300 anciennes clientes et un peu plus de 63 000 points de vente connectés sur notre plateforme. Vous voyez, c'est tous les secteurs d'activité. Et que vous soyez en franchise, en coopérative ou du réseau succursaliste, on vous permet de répondre et avoir une vision globale de votre réseau et de votre performance.
Merci Laurent, je suis pour ma part Emmanuel de la Rochère. Je suis associé d'un cabinet de conseil et de développement qui s'appelle Progressium. Alors j'interviens et on intervient globalement sur la modélisation financière et juridique des réseaux, donc soit des jeunes réseaux qui se créent, qui vont se lancer en franchise, soit des réseaux qui existent déjà et qui veulent se relancer en franchise. J'interviens pour ma part sur des stratégies de développement, franchise, coopérative, parfois des réseaux intégrés aussi d'ailleurs. Mon métier, c'est de créer de la valeur pour les réseaux, pour les têtes de réseau, mais aussi pour les réseaux de franchisés. Et puis, on anime et j'anime, moi je viens du management de réseau dans la distribution, les services, la restauration. Donc, notre métier, c'est l'animation des réseaux. Progressium, on fait du conseil. Ça fait un peu plus de 10 ans, ça fait 12 ans maintenant qu'on existe. Donc, on fait du conseil vraiment amont, avant de lancer le réseau ou avant de relancer un réseau. On a une équipe de développeurs. Donc, on associe conseil et développement dont on va parler aujourd'hui. On a besoin de communication pour aller chercher des leads, c'est-à-dire des porteurs de projets de franchise. Donc, on a une branche communication. On forme les têtes de réseau ou les franchisés pour faire monter en puissance les équipes. Et on apporte des solutions, notamment avec synergie à nos clients. Voilà, l'équipe de Progressium, c'est 25 consultants. On a accompagné 450 réseaux depuis 12 ans. Et on ouvre en moyenne, en 2022, on a ouvert à peu près 120 points de vente, donc restaurants, magasins, agences, sur le territoire en France et à l'étranger. Ce que je vous propose d'abord sur la partie de développement et pour répondre à la question comment bien développer un réseau, comment ouvrir des points de vente avec succès, c'est d'abord de bien comprendre le contexte de la franchise. Et je vais m'appuyer sur quelques chiffres qui viennent de sortir, qui ont été sortis dans l'enquête annuelle là, il y a quelques jours. Je l'ai reçu, je pense, la semaine dernière, faite par la Fédération française de la franchise, par l'Institut de sondage Kantar et la Banque Populaire. Et il ressort que la franchise est toujours plus attractive. C'est une particularité française et américaine, mais en Europe, c'est une particularité française. On a 28% des Français qui aimeraient créer leur entreprise, et c'est un Français sur deux pour les plus jeunes, mais surtout 43% aimeraient le faire en franchise. Donc on a cette appétence, ce goût, cette envie de créer en franchise qui est une singularité française. Côté franchisé, notez que plus de 3/4 des franchisés en fait, étaient salariés avant de se lancer. Et d'où l'intérêt de la franchise, c'est que ça leur apporte un savoir-faire, un cadre. On va dire ça, le franchiseur épaule un franchisé sur son métier parce qu'il n'était pas entrepreneur, il était salarié. Et 1 sur 2 a changé de métier, donc il a besoin du savoir-faire du franchiseur. Voilà, on ouvre son premier point de vente en moyenne à 36 ans. Et puis côté franchiseur, il y a la très grande majorité des franchiseurs ont ouvert au moins un point de vente dans les 12 derniers mois, c'est-à-dire au cours de l'année 2022. Et de l'étude, je vous ai sorti, parce que ça me semble important dans le cadre du webinaire aujourd'hui, le fait que développer, ouvrir un point de vente, recruter de nouveaux franchisés, c'est l'enjeu majeur des franchiseurs pour la très grande majorité d'entre eux. Pourquoi ? Parce que ça témoigne de la bonne santé, de l'attractivité de votre enseigne. Ça témoigne de la capacité à transmettre des savoir-faire ou des nouveaux services à vos franchisés. Et puis, financièrement, ça fait rentrer par les droits d'entrée, par les royalties, par les conditions d'achat que vous allez gagner en termes financiers. De façon plus concrète, comment est-ce qu'on recrute des franchisés? Alors, on a passé l'étape, évidemment, de la modélisation juridique. Vous avez un contrat, vous êtes lancé dans le développement. Eh bien, un des premiers axes, il faut communiquer. Ça veut dire qu'il faut aller d'abord définir quels sont vos marketing personas, c'est-à-dire vos cibles, et savoir qui vous voulez comme franchisé et quel porteur de projet vous allez recruter. Évidemment, est-ce que ce sont des professionnels du secteur, ça peut être géographique, ça peut être une question d'âge, est-ce que ce sont des reconversions? Voilà, il faut se poser cette question, sinon c'est peine perdue, vous allez dépenser de l'argent en communication pour pas ramasser les bons profils. La communication franchise, c'est aussi tenter d'augmenter votre flux d'entrée, ce qu'on appelle des leads, c'est-à-dire des porteurs de projets qui vont venir vers vous. Donc, il faut choisir ces moyens de communication pour aller toucher la bonne cible et puis respecter en permanence, veiller à respecter l'équilibre entre la notoriété de votre marque, votre plateforme de marque, si vous en avez une, en tout cas l'image que vous renvoyez,
et puis la génération de leads. Il faut être aux bons endroits pour ramasser les bons profils, j'allais dire, dans votre escarcelle. Alors, vous avez les relations presse, vous allez faire savoir que vous lancez, vous voulez vous développer. Vous avez le community management, évidemment, la pub, les portails franchises. Donc, il y a 2 grosses plateformes. Il en existe plein, mais il y en a 2 gros qui sont toute la franchise et l'observatoire, que vous connaissez sans doute. On va utiliser la pub, les salons professionnels, le marketing de contenu, les Google Ads, les Facebook Ads, les LinkedIn Ads, les réseaux sociaux, et puis, le marketing direct. On va en parler après, l'approche directe de contact. Au moment où vous allez entrer en contact avec ces cibles, quand vous allez récupérer effectivement des informations sur vos contacts, ce qu'on recommande généralement, c'est d'auditer les outils de présentation de votre franchise. Allez voir la plaquette, révisez votre plaquette, ayez un œil positif et critique sur votre plaquette. Quelles informations vous transmettez? Est-ce que ça reflète effectivement la réalité de la franchise? Est-ce que vos outils, vos supports, la landing page, le site dédié, est-ce que le lien sur votre site internet qui s'appelle Devenir franchisé est toujours valable? Est-ce que la page sur laquelle on atterrit est encore à jour? Voilà. Essayez d'évaluer ce que votre équipe de communication en interne peut faire. Est-ce que vous allez confier à un prestataire? Ce que vous devez externaliser. Le métier de franchiseur, ça comporte une dimension de communication. Certains savent le faire. Parfois, il faut s'appuyer sur un prestataire. Et puis, mettez-vous sur un budget, évidemment par rapport à vos moyens, mais aussi lié à votre objectif de développement. Se développer, ça a un coût et il doit être non seulement budgété, mais aussi financé, notamment par les droits d'entrée de vos futurs franchisés. La communication franchise, c'est aussi mettre en place un comité de pilotage. Une fois que vous avez utilisé des ressources pour la communication, eh bien, pilotez-les. Ça veut dire que vous allez faire des tests, vous allez sur LinkedIn, vous irez sur Facebook, vous verrez que ici ou là, il y a plus ou moins de contacts, ça répond mieux à votre cible. Est-ce que les ads fonctionnent? Est-ce qu'il faut aller acheter des fichiers? Eh bien, tout ça, ça se corrige. Il faut apprendre en marchant et veiller toujours à faire se parler les équipes de communication, ceux qui vont chercher des leads, ceux qui manipulent bien les outils digitaux, et puis la personne ou les personnes qui s'occupent du développement, ils doivent se voir, ils doivent se parler. Vous pouvez évidemment avoir une approche plus directe pour aller construire en fait, vos outils et puis récupérer votre propre base de données. Ça se fait par société.com, ça se fait sur Papers aujourd'hui. Vous pouvez acheter des bases de données sur le marché. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Vous pouvez récupérer des données par LinkedIn, par les réseaux sociaux, par l'écosystème dans lequel vous êtes. Vous avez des fédérations professionnelles, vous avez des syndicats, des associations qui sont parfois partageurs ou vendeurs en tout cas de leur base de données. Alors Emmanuel nous parlait, je vais partager un petit écran. Emmanuel nous parlait donc de tout l'aspect collecte d'informations, collecte des candidatures. Donc il y a pas mal de possibilités pour récupérer ces candidatures. Je vais vous montrer au travers de notre outil, en tout cas un petit peu comment nos clients fonctionnent. Il y a vraiment une démarche industrielle, en tout cas dans la gestion de ces candidats. Le taux de transformation généralement est faible. Il est inférieur à 10% pratiquement dans tous les secteurs. Il se situe plutôt autour de 5-6% chez la plupart de nos clients. Donc il est très important en tout cas d'avoir un flux important et ensuite d'avoir un entonnoir commercial efficace qui vous permet de transformer les bons candidats. Là, ce que je vais vous montrer simplement, je suis en train de rentrer dans ma gestion de mes candidats avec tous mes candidats représentés sur une carte. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir où se situent vos candidatures visuellement et en fonction de vos zones stratégiques de développement que vous avez, de pouvoir facilement voir sur lesquelles vous voulez travailler. On voit également en fait sur le bas de l'écran l'agrément, donc à quel stade de gestion du candidat vous vous situez avec les différentes candidatures. On va zoomer un petit peu dans le détail et regarder par rapport à mes candidats. Donc directement, j'ai la possibilité de voir tous mes candidats que vous avez ici, qu'on va pouvoir regrouper par origine, si vous voulez, de candidatures. Et comme le disait Emmanuel il y a quelques minutes, on va directement avoir les flux entrants
de toutes les candidatures que vous avez pu recevoir. Donc l'Observatoire de la franchise, toute la franchise dont tu parlais par exemple, de la cooptation, Franchise Expo qui a lieu bientôt, et j'espère que vous serez présents. En tout cas, tous les modes qui vous permettent, si vous voulez, de collecter de l'information. Et donc ce qu'on peut voir, si on prend un candidat de l'Observatoire de la franchise, on va retrouver toutes les informations qui ont été amenées automatiquement, en tout cas depuis le site web de l'Observatoire, pour arriver directement sur la fiche du candidat. Donc je vais prendre une candidate, elle s'appelle Charlotte, cette candidate. Et on va regarder un petit peu comment on va gérer cette candidature. Elle m'est arrivée, cette candidature, on va regarder tout le détail. Je me souviens plus bien comment elle est arrivée, Chantal. Donc, vous avez ici une cooptation. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui est arrivé par la franchise, par un autre franchisé qui nous a donné ses contacts. On voit qu'elle est située sur Annecy. On a différentes informations la concernant, avec sa photo et différentes choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit directement qu'elle est en phase agrément. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un cycle de vie qui est propre au candidat, que vous avez retrouvé ici. C'est-à-dire que quand une candidature arrive, le prospect est alimenté, d'accord ? Elle est identifiée au départ, il y a un premier échange téléphonique, et on va pouvoir détailler, et ça c'est une chose qui est essentielle, l'ensemble des tâches à réaliser et qui doit réaliser ces tâches. Donc typiquement, dans la phase initiale, il y a un mail de confirmation, on envoie un dossier, et donc on a fini la phase d'identification. Ensuite, on va passer à la phase d'agrément, sur lequel on va faire une vidéo de présentation. Et là, on va commencer à travailler sur l'état général de marché, le DIP ou l'état local de marché. Et là, on voit que notre charmante Charlotte est arrivée en phase de réalisation de son business plan. C'est-à-dire qu'elle est en train de modéliser son activité future avec votre aide et son expert comptable la plupart du temps, pour pouvoir se projeter à 5 ans et voir éventuellement les investissements qui sont à réaliser. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir tracer différentes choses. Les échanges que j'ai pu avoir avec Charlotte, donc des échanges téléphoniques pour vérifier qu'elle a la possibilité de s'endetter à hauteur de 150 000 €, qui est important dans ma franchise parce que c'est le montant des apports et des investissements qui vont être nécessaires. Je vais avoir l'historique de l'information et je vais pouvoir surtout voir les tâches qui sont à réaliser. Je vois que le business plan, c'est à Charlotte de le réaliser. Elle devait le réaliser pour aujourd'hui, le 25 janvier. Donc, elle n'est pas en retard, mais elle l'a pas encore fait. Donc, une notification va lui être envoyée automatiquement pour lui rappeler qu'elle doit finaliser son business plan pour arriver à la phase suivante. Donc, tout ça pour vous dire que le recrutement de franchisés est une chose complexe, sur lequel il y a beaucoup d'étapes. C'est un processus qui est souvent long. La plupart des recrutements vont au-delà de 6 mois et plutôt au niveau de l'année. Et donc, il est très, très important d'avoir cette traçabilité sur ce qui se passe, comprendre qui est responsable. Il y a beaucoup de choses qui sont transverses dans votre organisation. C'est-à-dire qu'on va avoir différents... quand on va en phase d'onboarding, par exemple, de votre futur franchisé et autres, il y a de la formation, il y a des approvisionnements, il y a la partie travaux qu'on va retrouver plus tard. Donc, de coordonner les différentes personnes et de permettre, si vous voulez, de s'assurer que les choses sont faites dans les temps, professionnellement, parce que c'est votre image en tant que franchiseur qui en dépend. Et de s'assurer en tout cas que les bonnes candidatures, puisqu'en fait, là, elle est d'évaluation bronze, donc on va pouvoir, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, en fonction de l'ADN, en fonction de pas mal de critères, définir l'importance et la qualité de ce franchisé, parce que vous avez un gros flux, en tout cas, s'assurer que les meilleurs candidats, vous arrivez bien à les transformer. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas, et l'importance d'un outil de type synergie pour réaliser ceci vous permet en tout cas d'abord de tracer l'ensemble, de mesurer, de voir votre taux de transformation, et ça faut le mesurer, le taux de transformation. Il faudra remettre les slides. Pour remettre les slides, je fais quoi, Emen? Je vois ça tout de suite, bouge pas. Merci, super. Je suis désolé pour ce problème technique. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ceci, par rapport au flux, on voit nos clients, plusieurs milliers de candidats en permanence. D'actifs, il y en a quand même un gros volume. Et si vous n'avez pas une façon, en tout cas industrielle, de gérer ceci de façon efficace, forcément, il y a un taux de déperdition qui est fort. Voilà. Le développement, c'est du process. On dit chez les développeurs qu'il y a du process. Et donc, il faut mettre ça en process.
Qui dit ouverture, alors on s'est plutôt focalisé là sur les personnes et sur les personas, sur la transformation. Laurent parlait de l'entonnoir, vous avez récupéré 100 leads et on va en transformer 3, 4, 5. Dans la majorité des cas, qui dit ouverture de point de vente dit local commercial. Il existe des franchises sans local commercial, mais la majorité, il faut un local commercial. Et la clé, c'est qu'il faut associer la personne porteuse de projet et son local commercial. Si vous avez le bon candidat, mais que vous ne l'aidez pas ou qu'il n'a pas la capacité à trouver son local commercial, alors vous ne pourrez pas signer de contrat de franchise ou avec la signature du contrat de franchise, ça ne vous suffira pas, le local n'ouvrira pas. Et donc, l'idée, c'est bien d'ouvrir mon point de vente. Quelques informations sur le local commercial auprès des développeurs, et c'est pour ça qu'il y a toujours cette notion d'immobilier dans la franchise. On vous recommande d'anticiper, de préparer la recherche du local commercial côté développement. Ça veut dire il faut se benchmarker par rapport au secteur d'activité et par rapport à la typologie de clients de votre activité. Recenser bien sûr les données économiques, socio-démographiques de la zone du territoire, mais aller au plus précis avec un plan très serré et un plan un peu plus large de l'endroit que vous visez. Vous devez analyser la zone de chalandise et ce qu'on appelle la polarité commerciale, c'est-à-dire comment se font les flux d'un pôle à l'autre, entre la ville et la périphérie, entre une zone commerciale et une autre. Vous avez bien sûr une analyse de la concurrence, on la retrouvera dans l'état local de marché, mais vous devez la connaître. Et puis, ne négligez pas l'avis des professionnels du secteur, et notamment tous ceux qui sont les acteurs locaux du commerce ou de la restauration ou du service, donc les bailleurs, les agents, la chambre de commerce, et pour ceux qui s'intéressent au centre-ville, ceux qui ont pris une grande importance, que sont les managers de centre-ville. Si maintenant je m'arrête sur le local commercial lui-même, il s'agit avant de mettre en place une veille immobilière, donc avec notamment le montant des loyers, le montant du bail, d'éplucher les conditions financières et juridiques de votre bail. Si vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier, vous n'avez pas l'expérience, faites appel à quelqu'un pour aller, j'allais dire, éviter les choses-trappes ou les pièges des baux et bien les comprendre, comment est-ce que vous pouvez utiliser et négocier, qu'est-ce que vous pouvez négocier dans un bail. Évaluer la cohérence entre votre projet et votre franchise. Et puis, il faut passer du temps sur place. C'est pour ça que chez Progressium et globalement chez les développeurs et ceux qui font de l'immobilier, on est beaucoup sur la route, on est beaucoup dans les zones commerciales pour apprécier l'environnement commercial, les modes de transport, les flux, les accès. Et puis, c'est généralement sur place qu'on comprend les évolutions des zones. Alors, ce que je peux vous dire par rapport à ça, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une base candidat. Et on va également en fait avoir une base des emplacements. C'est important d'avoir cette information disponible parce que vous faites votre matching, donc votre réconciliation, votre candidat d'un côté et les emplacements de l'autre. Pour cette base des emplacements, il y a différentes informations qui vont être essentielles. Donc, de bien connaître la zone de chalandise est importante dans l'iris et la possibilité de cet emplacement. Ça, c'est la première chose. Et le second volet qu'on va gérer, ce que disait Emmanuel, fort justement, c'est le bail. Donc, il y a deux choses dans le bail. Il y a le prix, le coût. Donc, d'avoir une base de benchmark efficace pour s'assurer que le taux d'effort par rapport à votre business model est bien compatible. Ça, c'est une chose qui est essentielle. Il va falloir que vous puissiez guider votre franchisé parce que c'est pas un professionnel la plupart du temps de l'immobilier. Donc, il a besoin d'accompagnement, que ce soit du franchiseur ou d'un conseil du franchiseur pour pouvoir le réaliser. Et ensuite, toutes les conditions clauses juridiques sont importantes à regarder, en tout cas, parce qu'elles peuvent être déterminantes, en tout cas, sur le succès de votre activité derrière. Évidemment, alors on vous recommande d'avoir un LAL qui est conforme avec les normes du franchiseur, allez voir les informations des performances des dernières années d'activité, allez regarder ce que dit la réalité du local, et puis mettez en place un reporting opérationnel comme vous le faites sur vos points de vente.
En fait, la clé de tout ceci, enfin, vous parlez du business plan de ma chère Charlotte tout à l'heure, c'est qu'une fois que vous avez l'emplacement, que vous avez fait votre étude de marché qui va vous donner le potentiel, c'est là que vous allez monter votre business plan. Et le financement est la partie clé, une des parties clés en tout cas, c'est de pouvoir monter le bon dossier qui soit crédible. En ce moment, l'emprunter est un peu plus compliqué, un peu plus difficile, donc il faut un business plan qui soit crédible. Mais qui vous permettent également de vous projeter à 5 ans et de s'assurer qu'en termes de trésorerie, bien que votre activité puisse être saisonnière, c'est le cas de pas mal d'activités, que votre trésorerie permette de gérer ceci. Donc, ce qui est important en tout cas, c'est lorsque vous montez votre business plan, c'est de pouvoir le mesurer par rapport à des ratios référents, c'est-à-dire que vous, en tant que franchiseur, devez fournir à vos franchisés des ratios qui permettent de s'assurer que les hypothèses prises sont pas farfelues, le taux de marge, le taux d'effort, j'en parlais tout à l'heure, ou d'autres éléments sur le poids de la masse salariale. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et d'avoir un portefeuille, en tout cas, de dossiers toujours en instance qui vous permettent de développer votre activité. Ce que disait Emmanuel tout à l'heure fort justement, c'est que en tant que franchiseur, notre métier, c'est de développer et d'assurer, en tout cas, le développement de la marque, de l'enseigne, dans les meilleures conditions possibles. Ok, tu as parlé du business plan, Laurent, on aurait pu parler aussi des travaux. Il faut intégrer les travaux dans les conditions de financement et donc du prêt. Mais je pense qu'on va pas. On va en parler juste dans 2 secondes dans les travaux. Ce que l'on permet de faire et ce qui est important de plus en plus, en tout cas le franchiseur très souvent intervient en tant que maîtrise d'ouvrage ou fournit tous les éléments en tout cas pour la partie travaux. Elle est essentielle qu'elle soit rapide cette partie travaux parce qu'en fait souvent le bail court et il n'y a pas de chiffre d'affaires en face, donc c'est des coûts directs et de la trésorerie qui s'envole très rapidement. Donc de piloter ces travaux, la qualité des fournisseurs, les devis, les commandes et la qualité de ce qui est installé également, parce qu'après, en fonction de la qualité des installations qui sont faites, le coût d'exploitation va être déterminant. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, si vous n'avez pas les bons systèmes de chauffage et autres, les coûts d'exploitation derrière peuvent vraiment grimper un grand coup et ça peut mettre en cause la viabilité en tout cas de vos projets. Donc, c'est une chose à monitorer également, à suivre de près ces travaux-là, parce que l'enjeu est de réduire vraiment les délais et d'améliorer la qualité, en tout cas, des travaux que vous réalisez avec vos franchisés. Alors, j'ai synthétisé mon expérience de développeur. J'ai fait beaucoup de développement. J'ai aussi partagé avec beaucoup de développeurs, soit intégrés dans les réseaux de franchise, soit des développeurs externes. On en a quelques-uns chez Progressium, mais il y en a d'autres. Et j'ai essayé de synthétiser 5 commandements, 5 secrets de développeurs. Je vais vous les détailler. La première chose, Laurent l'a expliqué tout à l'heure, quand on récupère beaucoup de leads, beaucoup de candidats à la franchise, c'est l'industrie. Il y a un côté industriel et le développement, c'est du process. Et donc, il faut suivre son process. Parce que si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas les bons outils, très vite, vous serez dépassé. Donc, vous ne pouvez pas gérer ça sur Excel. Ou alors, ça veut dire que vous avez très peu de leads. Et vous pouvez faire ça sur Excel, mais très rapidement, vous serez dépassé par le nombre d'informations. Qui j'ai contacté, d'où vient-il, comment est-ce que je vais envoyer le DIP, comment est-ce que j'archive la signature du DIP, etc. Le développement, c'est du process, du process, du process. Tous les développeurs le disent. L'autre posture, on va dire, du développeur, c'est que c'est le développeur qui donne le rythme. C'est lui qui garde en permanence la main sur le processus d'où en est mon candidat. Est-ce qu'il est mûr, pas mûr? Est-ce qu'il est avancé, pas avancé? Où est-ce qu'il en est? Il sait exactement les informations qu'il a reçues pour ne pas le perdre et pour pouvoir augmenter mon taux de transformation. Si j'ai 100 leads et que j'ai en moyenne un 3%, 4% de taux de transformation, Laurent parlait de 5, je peux aller, en fonction de la qualité de mon process, je peux aller chercher 5, 6, 7 peut-être points de transformation et donc ça va me coûter moins cher. J'ai un développeur qui m'a dit l'autre jour, le pire qu'on puisse entendre dans la phrase, dans la bouche d'un développeur, c'est « je vous laisse revenir vers moi ». Non, c'est toujours moi, développeur, qui garde la main sur le développement. L'autre point qu'on a noté, c'est de hiérarchiser les candidats. Alors évidemment, toutes les candidatures ont de la valeur, mais pas toujours la même. Il y a des candidats qu'il faut privilégier parce que leur projet est immédiat, pour des raisons
de changement de situation de vie, parce qu'ils bénéficient du pôle emploi, parce qu'ils ont quitté leur job. Certains viennent juste sentir le marché et donc la situation est moins urgente. Certains sont sur des zones qui ont plus de potentiel, donc je les privilégie. Il faut hiérarchiser les candidats dans un processus de développement. Enfin, il y a aussi un développeur qui m'a dit il y a quelques temps, le développement, c'est un sport de combat. Pourquoi ? Parce que c'est le développeur qui prend des initiatives. Ça veut dire qu'il faut proposer, il faut donner des idées, il faut trancher, il faut inviter à des webinaires au démarrage, il faut inviter à des réunions particulières, il faut fixer des rendez-vous, fixer des échéances. Il y a beaucoup de candidats qui avancent si jamais on leur fixe des échéances. Et si vous voulez aller jusqu'à la signature du contrat et jusqu'à l'ouverture du point de vente, il faut garder la main, il faut prendre les initiatives avec vos candidats. Et puis enfin, notez l'idée que vous pouvez refuser un candidat parce que ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas le bon profil, parce que vous avez d'autres priorités et qu'un non, n'ayez crainte de dire non, notamment au démarrage sur les jeunes réseaux, parce que les premiers franchisés sont essentiels. Un non aujourd'hui peut être un oui demain et gardez-le à l'esprit. C'est vrai pour les gros réseaux, c'est vrai pour les petits réseaux. Voilà 5 secrets, 5 trucs de développeurs que j'ai retenus autour de moi. C'est très important parce qu'en fait, vous êtes dans un monde qui est concurrentiel. Donc, votre franchise est en concurrence avec d'autres franchises, clairement. Et la relation que vous instaurez, la qualité de la relation, les supports que vous donnez vont être déterminants pour que le candidat vous choisisse, surtout pour les très bons candidats, versus une autre franchise. Donc, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, vous montrez vraiment la qualité de l'accompagnement également que vous allez fournir derrière, les outils, comment vous allez l'accompagner, comment tout ceci va être vraiment un différenciateur fort pour que le franchisé arrive à se projeter et considère que votre franchise est bien meilleure que les autres. Donc ça, c'est des éléments à vraiment pas sous-estimer parce qu'on est dans un monde concurrentiel et encore les bons candidats, il y en a pas des wagons non plus. Donc souvent les franchiseurs se battent sur les meilleurs candidats et il faut avoir les arguments pour le faire. Donc les outils d'accompagnement, les outils qui vont leur permettre de réussir, des données numériques, dire qu'il y a plein de choses qu'on ressent, mais plus vous êtes factuel sur les données, sur les taux de transformation, sur après 7 ans où en sont les franchisés, la rentabilité du réseau, tous ces éléments-là vont être déterminants en tout cas pour crédibiliser, rassurer votre franchisé qui va être inquiet puisque c'est une démarche souvent personnelle, familiale. Qui va l'impliquer pour des années avec des montants capitalistiques souvent importants, un changement de vie. Donc tous ces éléments-là vont vraiment être déterminants. Okay. Ce que vous voulez vous proposer avec Emmanuel, on était assez rapide, 35 minutes. C'est vous proposer en tout cas d'ouvrir aux questions. En tout cas, on est très avec grand plaisir en tout cas. Et on va laisser Emen en tout cas nous relayer s'il y a des questions. Si vous le voulez bien. Oui, bien sûr. Alors, concernant votre question, Mathilde, combien coûte une licence Synergie ? Je laisserai un professionnel revenir vers vous dans la journée. Je l'ai alerté. Sinon, si vous avez d'autres questions concernant ce webinaire sur... Ce que je veux juste dire sur la partie tarification, en fait, elle est basée sur le nombre de sites que vous exploitez. Donc, plus votre réseau est petit, moins ça vous coûte cher. Voilà, donc on fait quelque chose qui va crescendo. Notre objectif, c'est de faire développer les réseaux et que vous grandissiez grâce à nous. Alors, une question de Monsieur Puttermans. Coût de candidat vers signature moyenne. C'est quoi votre expérience ? Alors, c'est très variable en fonction des projets. Moi, je travaille avec des gros clients, si vous voulez, qui ont 140 points de vente, actuellement 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, le coût d'acquisition est très cher. C'est plusieurs milliers d'euros, si vous voulez, parce que ça s'adresse à des multifranchisés, à des gros groupes. Et puis, parfois, c'est quelques dizaines ou peut-être quelques dizaines d'euros, parce que j'ai beaucoup de candidats sur des projets de franchise où le droit d'entrée est beaucoup plus faible. Donc, c'est très variable en fonction de votre industrie, votre niveau de maturité, et puis est-ce que votre enseigne est attractive ou pas. Si vous avez si vous êtes très attrayant, si l'enseigne est vraiment un enseignant en vogue, alors le coût d'acquisition est moindre. Mais le coût reste très élevé malgré tout. On parle plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Quand vous prenez un taux de transformation, vous voyez l'équipe de développement que vous avez. Je sais dans votre enseigne Kuhn ou dans d'autres enseignes, le coût est élevé parce que c'est un cycle long qui implique du monde, pas mal d'étapes différentes, et forcément c'est du temps et des personnes qui sont mobilisées pour que le projet réussisse. Ouais, si vous intégrez effectivement tous les coûts de développement, oui, jusqu'à la signature, là, vous augmentez les coûts. Ouais, vous augmentez les coûts. Si vous voulez, Kuhn Putmans, là, vous pouvez m'écrire, on peut en parler plus longuement, hein, avec plaisir. Amen. D'autres questions? Pas pour le moment. Ok, bon, c'était intéressant en tout cas. Bon, elle a encore 10 secondes. S'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Mais Emmanuel et moi, comme on le disait, sommes à votre disposition, en tout cas pour... vous aurez nos coordonnées via un petit mail que vous enverra Emen avec le replay, j'imagine. J'imagine bien, alors. Oui, oui, exact, tout à fait. et donc, si vous voulez poursuivre, en tout cas, avec Emmanuel ou moi-même, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Mais il y a des gros enjeux dans ce domaine du développement, ça c'est clair. Il y a de la productivité à gagner, il y a de la qualité. Et on vous invite, en tout cas, de notre expérience, Emmanuel et moi, en tout cas, à vous rapprocher de nous, en tout cas, pour en parler plus largement. Ok, merci beaucoup, Emen, pour l'organisation. Pas de souci, j'ai comme deux petites questions qui me paraissent sympathiques. La première, c'était quelque chose sur le coût, en fait. Par exemple, sur l'aspect marketing, je sais pas, le centre de la franchise, par exemple, ou ce genre de choses. J'imagine que c'est la rentabilité entre les dépenses, VZ, Je ne suis pas sûr de comprendre la question de Kuhn. Je parle surtout du marketing versus le coût. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, Emen, je veux te dire. Je crois comprendre en tout cas que c'est lié au coût marketing. Quel coût, par exemple, la présence dans les salons, de la pub, quel budget marketing faut-il? Il y avait une partie sur le budget au départ dont tu parlais. Est-ce qu'il y a un budget marketing à définir? Oui, sans aucun doute, mais en fait, c'est surtout la question de quelles sont mes ambitions de développement et comment est-ce que je le finance. Donc, en fait, en fonction de comment est-ce que je le finance, en fonction de mes droits d'entrée, des royalties, de mon ambition annuelle, alors je vais définir un budget, je mettrai 500 000 euros, 50 000 euros pour me développer. Donc, c'est très difficile comme ça de définir une enveloppe. J'ai des écarts qui sont considérables. Ok, merci, cool. Comment évaluer au mieux la durée du contrat franchiseur-franchisé? En fait, d'abord, la durée maximum du contrat, demande Mathilde, c'est 10 ans. Alors, évidemment, vous pouvez renouveler ensuite un contrat, pour un nouveau contrat. Mais ça, c'est quelque chose qu'on définit avec les avocats. Généralement, c'est 5 ans, 7 ans, mais il y a évidemment des exceptions. On peut avoir des contrats de franchise qui sont de 3 ans. On peut avoir des systèmes qui sont un tout petit peu plus sophistiqués, qui sont glissants. Voilà, il y a beaucoup de possibilités et ça, c'est très lié à votre industrie, Mathilde. Dans l'hôtellerie, typiquement, c'est des durées très longues parce qu'en fait, les investissements sont massifs et sur des très longues durées. Donc, ça dépend vraiment du secteur d'activité, de ce que vous attendez, vous, de votre part également. Le franchiseur a la main là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous élaborez le contrat de franchise, qui est du gré à gré. Donc, vous êtes assez libre de le définir en fonction de vos objectifs à vous. Et ça, pareil, on a des avocats auprès desquels on peut vous mettre en contact, qui sont spécialistes du domaine et qui vous orienteront en tout cas. Mais vous avez la main dessus et ce qui est intéressant, c'est de définir en fonction de votre propre stratégie à vous. Ok. S'il n'y a plus d'autres questions, nous vous remercions. Vous allez recevoir entre cet après-midi et demain un replay avec les coordonnées d'Emmanuel et de Laurent. Et n'hésitez pas à être présent au prochain webinaire. Vous recevrez certainement une communication de notre part. Merci, Emmanuel. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.